Bonjour Hugueline, alors me présenter, je suis Thierry Cam, je suis né en Guadeloupe il y a quelques années de cela. J'ai arrêté de compter, ça fait un moment déjà, donc je vis l'instant présent, je me contente d'être chaque jour nouveau. Depuis ma jeune enfance, ma tendre enfance, l'école, on apprend la musique, on chante avec les camarades, et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé chanter, et puis de fil en aiguille, au fil du temps, je me suis rendu compte que ça faisait partie de moi. Et à un moment dans sa vie, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? À l'école, on t'envoie la conseillère d'éducation qui te dit qu'est-ce que tu pourrais faire comme métier en fonction de ton bulletin scolaire. Et moi, j'avais plusieurs rêves. Je voulais être archéologue sous-marin, je voulais être architecte, je voulais faire plein de choses différentes. Et bien sûr, la conseillère qui regarde ton bulletin de notes te dit, ouais, mais si tu veux faire l'archéologie sous-marine, il faut peut-être être bon en sciences et en mathématiques. Je dis, ouais, mais je suis assez bon en biologie, mais les mathématiques, c'est pas trop mon truc. Et j'adorais la plongée sous-marine et tout ça, puisque j'en ai fait pas mal. Et donc, je me voyais plonger, chercher des trucs sous l'eau. Je regardais beaucoup le commandant Cousteau avec son fameux bateau, la Calypso, qui parcourait le monde, a fait des expériences sous-marines et tout. Et puis, au moment de cette rétrospection, j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui vient constamment chez moi, c'est la chanson, la musique. Peu importe ce que je fais, je chante. Des fois, quand je m'ennuyais dans certaines matières à l'école, ben, je chantonnais derrière. On me disait, Monsieur Cam, taisez-vous. Et puis, je me suis dit, mais il y a un truc artistique qui est là, ça devrait être ça. Parce que non seulement je ferai un truc qui me plaît, et je peux aussi gagner ma vie avec. Et c'est comme ça que je prends conscience et je m'investis plus dans la musique et qu'aujourd'hui je suis là. Et je fais ça à temps plein parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est mon métier. J'ai perdu ma mère très tôt, donc elle n'a pas eu le temps d'avoir son mot à dire. Ma mère est partie en décembre 83. Elle avait plutôt peur que je change d'école, que j'aille dans un pensionnat. Je me rappelle, je voulais faire ce qu'on appelle des études en génie civil. Et il fallait changer de ville. Et il y avait un pensionnat qui était dans une ville beaucoup plus loin. Ça s'appelait la ville du Lamentin. Et quand maman a su qu'il fallait que je dorme dans un pensionnat, elle a eu peur. Donc elle a demandé le redoublement, que je ne puisse pas faire cette école-là. Et c'est dans la même année qu'elle décède. Donc je me suis retrouvé à faire un nouveau cycle au collège en troisième. Et ça m'avait tellement frustré que je lui en ai un peu voulu. Mais quand elle est partie, j'avais des sentiments mêlés de chagrin, de remords, de plein de choses. J'ai eu un moment très difficile à la disparition de ma mère. Et après, j'ai mon frère aîné qui vivait en France à cette époque-là, Patrick. Patrick Cam, pour ceux qui savent, était un basketteur professionnel qui jouait en équipe de France. Et puis, il a joué au Stade français, à Cholet, à Levallois. Il a une grande carrière dans le basket. Il a récupéré ses petits frères, dont moi et puis deux autres petits frères. On a vécu un peu en France avec lui. Et c'est à ce moment-là que moi, je commence à m'interroger sur vraiment qu'est-ce que je peux faire. Et c'est là que je me rends compte que la musique prend une grande place. À cette époque-là, moi, j'écoutais tout ce qui était Earth, Wind & Fire, Jackson, et la variété française, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, et puis toute la new wave anglaise, les Wham, tu sais, les George Michael, les Duran Duran, les Culture Club. Et puis, je me forge comme ça une espèce d'univers musical. Et c'est en retournant en Guadeloupe en 86 que je découvre la déferlante Cassave et Patrick Saint-Éloi que j'entends. Et là, je m'accroche à Saint-Éloi, à sa voix et tout. Et que je m'investis vraiment dans le zouk. Et je me suis dit, waouh, on peut faire vraiment des belles chansons chantées, mais avec les rythmes de chez soi, quoi, des trucs qui nous parlent, qui me prenaient aux tripes. Et c'est comme ça que je démarre une carrière dans le zouk. Bien après, pas en 86. En 86, j'apprends, je découvre, je pose des questions. Et en 88, il y avait un concours de chant parrainé par Cassave qui s'appelait Le Rêve entier. C'était une espèce de radio crochet, on va dire. Et là, je suis arrivé, je crois que j'étais éliminé. Et on me rappelle pour me dire qu'on m'a récupéré parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bons candidats. Ça m'a fait rire. Et je me retrouve donc directement placé en demi-finale. La demi-finale, bien sûr que je ne gagne pas. C'était remporté par une fille qui n'a pas fait carrière d'ailleurs. Son album est sorti, ça a été un flop. Et moi, je suis arrivé par la petite porte. Et je rencontre César Dursin, qui était percussionniste dans Cassave à l'époque, en 91. Ils étaient venus pour l'enregistrement du film Siméon. Et César a été très gentil. Je vais au culot, hein, je l'appelle parce que j'ai pu avoir son numéro. Dans une maison de production, j'étais allé demander est-ce qu'on pouvait écouter mes maquettes à l'époque. Et je me faisais à chaque fois renvoyer. Et ce jour-là, j'entends quelqu'un qui appelle et qui demande pour César Dursin, parce qu'il produisait un jeune artiste à l'époque qui s'appelait Patrick Benoît.
Et la secrétaire, elle dit, non, non, on ne s'occupe pas de Patrick Benoît, c'est César Dursin, il faut l'appeler à tel numéro. Moi, j'entends, je mémorise le numéro. Quand je sors, je cherche la première cabine, je prends un stylo, je réécris le numéro dans la paume de ma main, je vais à la cabine et j'appelle, je tombe sur César. Le lendemain, il m'invite et ce jour-là, il me dit, est-ce que je peux être là le matin, genre à 9 h? Je dis, j'habite Saint-Claude, mais je vais faire de mon mieux. Il y avait un bus qui faisait l'aller-retour, on l'appelait le direct. Il partait à 7 h du matin de Basse-Terre et puis le retour à 17 h pour retourner à Basse-Terre. Donc je lui dis, je vais prendre le direct. J'arrive depuis 8 h du matin, je suis là. Et j'attends César, 9 h, 10 h, 11 h, 11h30, midi, je vois pas de César. Je dis, oh là là. Et à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de truc, tu ne peux pas le joindre sur son portable, ça n'existe pas encore. Et puis je vois à midi et quart, midi et demi, il y a une Fiat Punto qui fait un tour comme ça et je le reconnais. Donc je fais des grands signes. Il me voit, il s'arrête, il me fait. Ça n'existe pas. Voilà, il me fait ti mal. Ou ça, on t'a oublié. Moi, péché crabe, m'a oublié. On dit, bon, passez, voici jamais là. Et je dis, César, je suis là depuis 8 h du matin. Et c'est comme ça qu'il m'invite chez lui. Et puis, de fil en aiguille, il m'emmène voir Frédéric Caracas. Et c'est comme ça que Caracas me parle d'un projet de compilation qu'il avait avec des jeunes talents. Et il me met dans le projet et ça démarre comme ça. Alors, mes premières chansons, c'était... Oula, comment ça s'appelait? Ça s'appelait Jump Up. C'était un truc composé par Frédéric Caracas. C'était pas trop moi, quoi. Mais pour moi, c'était une façon de commencer la musique, de mettre les pieds dans un studio avec des musiciens comme César, comme Frédéric. Et c'est comme ça que je mets le pied à l'étrier. Et je signe avec un label, à l'époque, qui s'appelait Moradisc. Là, on est en 92. Et puis en 93, une deuxième signature d'un album qui s'appelait Coup double présente Thierry Cam. Et 94, c'est là mon premier album solo avec mon premier hit qui s'appelle Coup de foudre, que tout le monde appelle Désir, la chanson qui fait Désir, oh, v'lopper un bras. 94 à 2024, ça fait 30 ans. Mais comme on dit, c'est un hit, c'est un collector, c'est devenu un classique cette chanson. Est-ce que j'ai été guidé? Ça, j'en sais rien. En tout cas, mon guide, c'était la musique. Et on sait très bien que la musique, ce n'est pas quelque chose d'hasardeux. La musique, c'est des vibrations, c'est de la résonance. Et quand tu es connecté, peu importe comment tu le vis ou tu le dis, la musique, c'est quelque chose qui vibre à travers nous et qui permet de transcender et de transmettre des émotions et des vibrations. Et je pense que c'est quelque chose que je fais, que je ressens et que je transmets. Quelque part, il y a comme un fil qui me guide, qui m'a guidé jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. On sait que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et mes chansons m'ont emmené en Afrique. Je me rappelle, gamin, quand on regardait les émissions ou les films à la télé qui parlaient d'Afrique, j'étais toujours impressionné. Il y avait une série qui était sortie, ça s'appelait Racine, avec le fameux Kunta Kinte et tout ça. Quand j'avais vu ça, moi, ça me faisait pleurer. Et je me suis dit, j'aimerais bien retourner vivre en Afrique, retourner sur la terre des ancêtres. Et en 95, fin 95, je mets les pieds au Gabon, à Libreville. Et c'est la première fois que je foule le sol africain. Et là, c'était une émotion incroyable parce que je me retrouvais sur la terre de mes ancêtres. Je ne savais pas de quel endroit, de quel pays d'Afrique mes origines sont, mais je sais que mes origines sont de la terre africaine. Et là, j'étais aux Africa Music Awards et je reçois le prix de l'album Caraïbe, l'album masculin. Je reçois le trophée et je me suis dit, wow, c'est comme une espèce pas de revanche, mais de boucle qui se boucle en retour aux sources. Et me retrouver là, dans ce pays où j'ai l'impression que personne ne me connaît, alors que tout le monde connaissait ma musique, connaissait mes chansons, c'était quelque chose d'incroyable. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'aller sur le continent africain, dans d'autres pays. J'ai fait Libreville, le Gabon, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Cameroun, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, toute l'Afrique francophone en tout cas. Parce qu'on est passé de 94 à 2000. Océan, je travaille dessus, je la compose en 98. Mais c'est une chanson que j'avais écrite comme ça et j'avais travaillé avec un ami. Et la base était plutôt R&B, pop, tu sais. Je voulais m'essayer à tout ce qui était pop, R&B, parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Avant de me mettre au zouk, c'est ce que j'écoutais, le R&B, tu sais, la pop. J'ai un grand fan de Michael Jackson, de Prince, de Stevie Wonder. J'écoutais la funky de Austin and Fire, de Kool and the Gang. Donc c'est ça qui coulait dans mes veines. Et quand je fais la synthèse quand je découvre Kassav et le zouk, donc toutes ces influences se mélangent. Et Océan, j'ai fait cette chanson en disant, j'aimerais bien faire une chanson comme une ballade, mais sur une autre rythmique. Là, on est en 98.
Et en 2000, je travaille sur l'album Simplement, album que j'avais prévu de faire un duo avec Gilles Floreau, donc qui est un artiste de chez nous que malheureusement nous a quittés le lendemain de la fête de la musique, le 22 juin 1999. Il est mort la veille de l'an 2000, Gilles. Et on avait prévu de faire un duo ensemble. Et donc, quand je prépare cet album, je lui rends un hommage en écrivant une chanson qui s'appelle Simplement, et dont l'album s'appelle aussi Simplement. Et à un moment donné, je dis, j'aimerais bien rajouter une chanson. Et je dis ça avec le réalisateur avec qui je travaillais à l'époque, qui s'appelle Loran. Je dis, Loran, ce serait bien de remettre Océan, mais en zouk. Il m'a dit, tu penses? Il dit, ah ouais, on va dépouiller ça, on va mettre une rythmique zouk, une guitare, on va pas faire trop de trucs dedans, on va la faire la plus dépouillée possible, avec des chœurs à la fin, et puis juste la mélodie posée comme ça. On va faire une espèce, on appelait ça un piano goldmanesque, tu sais, qui fait des arpèges et tout. Et c'est comme ça que ça commence. J'ai jamais pensé que cette chanson allait faire ça. J'avais juste envie de la mettre parce que ça m'est venu comme ça, comme une idée. Comme on dit, le hasard n'existe pas. Cette chanson est ressortie des tiroirs, je l'ai posée et c'était comme un truc magique parce que ça a été très vite, très simplement. Je me rappelle encore du bassiste Guy Nsangé, qui est camerounais, qui est un excellent bassiste. Il joue aussi avec Jean-Louis Ponty, le violoniste. Et, euh, et Guy, quand il jouait la basse, il se retourne, il me regarde et dit, c'est un tube, ça. Comme ça, il dit ça. Et puis, il était en train de jouer la basse. Et je dis, bon, je dis que le ciel t'entende. Et puis, la chanson a fait, on connaît le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Waouh! Alors, on est passé de 2000 à, on a pris 23 ans dans la tête, hein, 2000 à 2023. Tu as vu un petit peu les grands écarts dans le temps, là? En fait, Haïti, tu sais très bien l'amour que j'ai pour Haïti. Les premières fois que je mets les pieds en Haïti, on est en 2000, puisque c'est le succès d'Océan, en fait. Océan a connu un immense succès ici. Et je mets les pieds en Haïti en 2001, je crois. En 2001. Et là, je découvre Port-au-Prince. Le premier endroit où je suis venu, c'est à Pétionville. J'étais dans un hôtel qui s'appelle El Rancho. On a fait des soirées là-bas, des trucs incroyables. Et je me suis rendu à quel point les Haïtiens aimaient cette chanson. Et puis j'ai fait le tour. Je suis allé à Saint-Marc, je suis allé à Calico Beach, j'ai fait Gonaïves, j'ai fait Cap-Haïtien. J'ai dit, waouh, cette chanson, elle allait partout. Elle se répandait partout. Et je me suis rendu compte à quel point Haïti était magnifique et comptait pour moi aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte que je reviens encore en Haïti toujours avec cette chanson-là. Il y a un lien très fort qui s'est créé avec Haïti. Et ce qui est formidable, c'est que Haïti, on parlait d'Afrique, Haïti a un lien avec l'Afrique très très fort, notamment avec le Bénin. On sait très bien que la culture ici, ce qu'on appelle la culture vaudou, est très présente en Afrique, notamment au Bénin, au Togo et au Ghana. Et c'est ça qui nous rapproche. Et le fait d'avoir fait des voyages, je me suis rendu compte de ça. Ça n'a pu que renforcer mon amour pour Haïti. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je suis là à parler avec toi, plus de 23 ans, 24 ans après. Mais en fait, Leïka, je ne la connaissais pas. Et elle est passée par un ami qu'on a en commun qui s'appelle Dion Anderson, qui est le fils de Gordon Anderson, qui est de l'île de la Dominique. C'est une île anglophone qui est très proche de la Guadeloupe. Et Gordon avait un groupe qu'on appelle Exile One. Et son fils, donc j'ai rencontré son fils par Gordon lui-même, il m'a présenté son fils. Et on s'est retrouvés pendant un an enfermés dans une maison en région parisienne à faire de la musique, comme des fous. Et c'est comme ça que je rencontre Dion et je rencontre Gordon. Et peu de temps après, Dion me fait part d'une fille qu'il connaît, qui s'appelle Leïka, qui est une haïtienne et qui voulait faire un duo avec moi. Alors je lui dis, bon écoute, présente-la moi, on verra. Et c'est comme ça qu'il me présente à Leïka. Et Leïka me dit, ah oui, j'adore ce que tu fais, Thierry Cam et tout, machin. Je dis, tu peux m'appeler Thierry, tout simplement. Mais elle n'arrive pas à m'appeler Thierry, elle m'appelle toujours Thierry Cam. Elle pense que c'est mon prénom. Et c'est comme ça que je lui fais écouter une chanson que j'avais faite. Et elle la trouve intéressante. On dit, mais pourquoi pas la faire en duo? C'est comme ça que l'histoire est partie. Et j'enregistre Mi Amor que je lui fais écouter. Et je fais ce duo avec elle. Le plan futur, c'est continuer à faire de nouvelles chansons, à écrire des choses, peut-être faire de nouvelles collaborations, que ce soit avec des artistes haïtiens ou africains ou guadeloupéens, martiniquais, peu importe, ou sortir des chansons solo. Haïti, mon dernier mot, c'est que Haïti trouve la voie de la paix et de la lumière. Hein. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Haïti. Parce qu'Haïti, c'est un enfant d'Afrique.
Et Haïti a besoin d'exister par elle-même ou par lui-même, ça dépend. Moi, Haïti, pour moi, c'est féminin. Haïti a besoin d'exister par elle-même. Et qu'elle trouve la voie de la paix et que les gens finissent par s'unir et s'entendre. Parce que le plus important, c'est de s'aimer, c'est l'amour qui compte. La haine, la violence, l'envie, tout ça, il faut mettre ça de côté. Haïti doit se retrouver, s'unir, se rapprocher de ses ancêtres, se connecter avec l'Afrique. Ben, ce que je peux dire, c'est retourner, faites un retour aux sources et retourner vers ce qui nous ressemble le plus, qui est les racines africaines. C'est le même travail pour tous, hein, pour tous les afrodescendants. Tous les afrodescendants, c'est retourner vers ceux qui ont fait que la Guadeloupe, Haïti, la Martinique existent. C'est parce qu'ils ont emmené des gens avec une force, un esprit, et puis on est venu couper leur esprit, on est venu leur couper l'herbe sous les pieds, on les a aliénés, on leur a donné quelque chose dans la tête qui font qu'aujourd'hui, il y a des sentiments d'infériorité qui se sont inscrits. Et ça s'est transmis même à travers les gènes, tu vois, c'est devenu transgénérationnel. Ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est pas dans nos gènes, mais ça arrive à s'inscrire parce que l'environnement influence nos gènes. Et si on n'arrive pas à couper ça et à changer le programme, changer notre mindset, on va toujours avoir des chaînes aux pieds et des boulets.